Est-ce que xam ngeen le leader de la formation en informatique dañuy maye ay bourses? Waaw, dañuy maye ay bourses. Fantech Academy lance des cours d'été de l'Université populaire du numérique. Tu peux te former à Word, Excel, PowerPoint, cybersécurité, création d'entreprise, gestion de projet, management, infographie, administration réseau et bien d'autres. Inscris-toi, connecte-toi, progresse. En fin de parcours, si tu souhaites valider tes acquis, tu pourras passer une évaluation finale. Et en cas de réussite, une attestation te sera délivrée moyennant des frais d'évaluation. Les inscriptions sont ouvertes sur www.senegal.santechacademy.com. Formez-vous aujourd'hui, transformez votre demain. Bonjour et bienvenue dans notre formation sur le management de projet. Pour organiser un projet et le mener avec méthode, il convient de prendre les organisations à la planification des moyens. Pour y parvenir, il s'agit de faire preuve de rigueur, de structure et d'agilité durant la conduite du projet, mais également de précision dans la préparation des différentes étapes de ce travail d'équipe. Bien que la plupart des personnes n'aient pas de compétences formelles dans une méthodologie de projet, prendre un rôle dans une équipe projet peut être une excellente opportunité de formation et peut améliorer le profil de carrière d'une personne. Si vous vous intéressez à cette thématique, c'est certainement que cette opportunité s'offre à vous, que cette fonction vous intéresse ou encore que vous souhaitez muscler vos acquis en la matière. Quel que soit votre objectif, nos modules de formation vous permettront d'améliorer vos connaissances sur l'ensemble des processus fondamentaux liés au management de projet. Nous sommes ravis de contribuer au développement de vos compétences en la matière. Notre centre a pour objectif de rendre accessibles des formations à forte valeur ajoutée sur des thématiques précises tout en facilitant l'apprentissage. Le contenu que nous vous proposons dans ce parcours est enrichi de nombreux retours d'expériences de professionnels du domaine et s'appuie sur notre expérience en neurosciences qui nous permet de construire des formations de la manière la plus efficace possible tout en maintenant un tarif attractif. Pendant la formation, vous aurez accès à une rubrique commentaires qui sera partagée avec l'intégralité des apprenants. Dans ces commentaires, faites-nous part de votre ressenti, de vos remarques, de vos critiques et de vos questions, de manière à enrichir ces modules. Ce sont vos réactions qui nous permettront d'améliorer notre contenu et de délivrer des formations en constante amélioration. Lors de votre apprentissage, vous aurez accès à d'autres modules avec des coûts réduits pour compléter votre formation. Alors, prêt à enrichir ou à actualiser vos connaissances en matière de management de projet? Je vous propose de démarrer par une série de vidéos introductives pour en comprendre tous les enjeux. C'est parti! Le management de projet, de quoi parle-t-on? Dans le monde actuel des affaires, les dirigeants doivent s'adapter pour gérer leurs activités avec des budgets plus serrés, des délais plus courts, des ressources limitées et dans des environnements technologiques et sociaux en mouvement perpétuel. À cet effet, le management de projet est l'un des leviers d'action adoptés par les organisations pour la création et la pérennisation de valeur. Le management de projet dans le sens moderne a commencé au début des années 50, bien qu'il ait ses racines bien plus loin dans les dernières années du 19e siècle. Le besoin en management de projet a été mis en exergue par des entreprises qui ont réalisé les avantages d'organiser le travail autour de projets et le besoin critique de communiquer et de coordonner le travail à travers divers services et professions. Alors, qu'est-ce que le management de projet au juste? Nous pouvons définir le management de projet comme l'ensemble des techniques de direction, d'organisation et de gestion impliquées dans la réalisation d'un projet. Pour sa part, un projet est l'ensemble d'activités ou d'actions à réaliser pour satisfaire un objectif défini et précis. Un projet se définit par 3 contraintes majeures liées les unes aux autres simultanément. Le temps, date, les délais, les spécifications techniques, la portée du projet et les ressources, les budgets, les coûts par exemple.
Un projet est défini par deux principales caractéristiques. C'est une initiative limitée dans le temps. La nature temporaire des projets implique que le projet a des dates de début et de fin déterminées. Et c'est un produit, un service ou un résultat unique. Un projet est entrepris afin d'atteindre un objectif par le biais de livrables. Dans une perspective managériale, un projet a un but de passer l'organisation d'une situation actuelle à un état futur pour atteindre un objectif précis. La gestion de projet est aussi souvent appelée management de projet. On utilise souvent ce terme dans les sociétés multinationales notamment. Bien mené, le management de projet, la gestion de projet, réduit les risques et augmente les chances de succès. Le management de projet utilise divers outils pour mesurer les accomplissements et suivre les tâches du projet. Ceci inclut des structures de répartition de travail, des diagrammes de Gantt et des graphes de perte. J'y reviens de manière plus détaillée dans des modules spécifiques. Pour réussir la gestion d'un projet, il faut le découper en plusieurs phases et placer ces phases dans le temps. C'est-à-dire apposer une date de début et une date de fin à chaque phase. C'est ce qu'on appelle la planification du projet. Et dans le cas de certains projets dont les délais sont serrés, certaines phases se chevauchent dans le temps. Pour chaque phase du projet, on affecte des ressources humaines, c'est-à-dire les personnes ayant les compétences requises pour répondre aux objectifs de la phase projet. On doit aussi définir puis suivre les coûts matériels et humains. Les 5 phases clés du management de projet. Le pilotage d'un projet est souvent complexe et intimidant. Pour réussir le management d'un projet, il est essentiel de prendre du recul et de définir quelles sont les phases clés de son suivi. L'identification et la clarification de ces séquences vous permettra d'aborder sereinement les projets de toute taille et de toute complexité. On peut ainsi recenser 5 phases clés du management de projet. Le lancement, la planification, l'exécution, la surveillance et enfin la clôture. Détaillons ensemble les 5 phases clés du management de projet. C'est parti. Phase 1, lancement du projet. C'est la toute première étape du projet. L'objectif de cette phase est de définir le projet à un niveau général. Elle commence habituellement par une analyse du projet et de sa faisabilité. Cette phase doit aboutir à pouvoir donner un go au projet, mais aussi à définir ses objectifs principaux, esquisser les moyens nécessaires à sa réalisation, identifier les difficultés essentielles et élaborer une planification générale ou sommaire. La phase de lancement de projet doit se formaliser par une réunion officielle avec les parties prenantes les plus importantes du projet. Celle-ci doit déboucher sur un document de lancement de projet qui décrit l'objectif, les moyens, les points clés et les décisions essentielles, en clair, qui fait quoi. Il n'est pas nécessaire à ce stade d'aller trop loin dans les détails, ni dans la résolution des problèmes, mais à minima de les identifier pour mettre en place les actions nécessaires. Phase numéro 2, planification du projet. Cette phase est essentielle à la gestion réussie d'un projet. La planification commence en général par l'élaboration d'objectifs concrets et mesurables, que ce soit les objectifs finaux comme ceux des phases intermédiaires. Il faut veiller à ce stade à ce que chaque objectif soit mesurable, réalisable et réaliste, et qu'il ait un délai de réalisation. Pour chaque objectif spécifique, on doit pouvoir répondre à plusieurs questions. Qui, quoi, où, quand, pourquoi. La planification devra lier l'ensemble de ces objectifs intermédiaires et prévoir les moyens alloués pour leur atteinte en veillant à définir des charges de travail réalistes. L'évaluation des coûts afférents à chaque segment du projet est également essentielle. Pour un suivi plus pratique, le meilleur procédé est de découper le projet en plusieurs phases ou séquences et en le dotant d'objectifs intermédiaires qui agissent comme des repères. L'intérêt est de morceler les tâches, d'assurer un meilleur suivi et surtout de voir plus vite les manquements éventuels. Phase numéro 3, l'exécution du projet. C'est la phase où les livrables sont développés et complétés. C'est le cœur du projet qui nécessite du temps et un suivi complet. Il est nécessaire de surveiller l'équipe, de la développer, d'affecter les ressources. L'exécution proprement dite du projet s'accompagne d'un panel d'outils de suivi,
des logiciels spécifiques, des bases de données communes, un cloud commun, etc. Mais cela s'accompagne également de points réguliers comme les réunions de suivi, les réunions de planification, l'allocation des moyens, etc. Phase numéro 4, performance et surveillance du projet. Cette phase est clé dans la réussite du management de projet, tout comme la précédente. L'une et l'autre se superposent dans le temps. La mesure de la progression de la performance du projet est nécessaire pour veiller à ce que tout se passe comme prévu en termes de qualité, de délai et de coût. Les gestionnaires de projet utilisent des indicateurs clés de performance, appelés aussi KPI ou KBI, pour déterminer si le projet est sur la bonne voie. Il est essentiel d'en sélectionner quelques-uns parmi les plus importants et de ne pas se disperser avec un trop grand nombre d'indicateurs. Les non-atteintes d'un objectif intermédiaire ou la dégradation d'un indicateur doivent obligatoirement déboucher sur des actions correctives concrètes et rapides. Phase numéro 5, clôture du projet. Cette phase intervient bien sûr à la fin du projet. Il est recommandé de faire une réunion de retour d'expérience, d'essayer d'analyser avec lucidité les succès, comme les échecs d'ailleurs, et d'en tirer des leçons pour les projets ultérieurs. Il faut aussi savoir terminer un projet. Veiller à ce que toutes les réserves ou toutes les remarques soumises soient levées, livrer certains documents importants de fin de projet, comme par exemple un manuel d'utilisation s'il y a lieu. Pensez également à l'archivage des documents définitifs et aussi clôturer les comptes financiers du projet. Enfin, il faut aussi penser à dire merci à l'ensemble des intervenants et aussi leur livrer un retour d'expérience. Pourquoi ne pas organiser par exemple un moment festif à partager tous ensemble pour célébrer les réussites de cette conduite de projet menée à son terme ? Ces 5 phases clés du management de projet sont toujours identiques et plus ou moins importantes selon la nature du projet. Au fil du temps, elles vous paraîtront naturelles et évidentes et seront faciles à mettre en œuvre. Elles sont en tout cas une des clés essentielles de la réussite d'un projet. Leur mise en place ne fait pas tout néanmoins. Il faut aussi une bonne cohésion d'équipe et savoir choisir mais aussi manager ses collaborateurs pour les entraîner vers un objectif ambitieux. « 10 bonnes pratiques en gestion de projet ». Voici 10 bonnes pratiques en management de projet à méditer et à mettre en œuvre. Première bonne pratique, communiquer avec toutes les parties prenantes. Dès le lancement du projet, vous devez communiquer sur les buts et objectifs de celui-ci. Non pas de façon informelle, mais avec toutes les parties prenantes du projet. Cela inclut les personnes clés comme les membres de l'équipe, les responsables, les porteurs du projet et les utilisateurs fidèles. Deuxième bonne pratique, former une équipe en gestion du risque. Les projets et les tâches sont soumis à différents niveaux de risque. C'est pourquoi vous devez toujours disposer d'une équipe dédiée à la gestion de ces derniers. Elle veillera à ce que le projet reste dans le vert en évitant qu'il ne bascule dans le orange, voire dans le rouge, couleur tant redoutée. Considérez cette équipe de gestion du risque comme une première ligne de défense en cas de problème. Troisième bonne pratique, organiser une réunion de lancement. Pour mener à bien un projet, vous devez mettre toutes les parties prenantes sur la même longueur d'onde en organisant une réunion de lancement. Vous devez y convoquer tous ceux qui participeront au projet pour que les attentes soient claires dès le début. Plus tôt vous aurez leur attention, mieux ce sera. Cela vous permettra ensuite d'assigner des petites tâches et des missions à plusieurs membres de l'équipe. S'assurer que tout le monde connaît le projet dès le début est une manière simple et efficace de le mener à bien. Quatrième bonne pratique, utiliser un document définissant précisément le travail à effectuer. Un problème récurrent en matière de gestion de projet est celui de la clarification des responsabilités de chacun. Un document définissant en détail le travail à effectuer permet d'éviter l'incertitude et la confusion. Il consigne de façon claire la nature du travail qui doit être fait par tel groupe ou telle personne afin que tout le monde mesure le niveau d'effort nécessaire.
Pour définir les responsabilités au sein de votre projet, utilisez un document définissant en détail le travail et faites-le approuver par toutes les parties prenantes. 5e bonne pratique, établissez un plan de travail détaillé. Formaliser le plan de travail de votre projet est une étape clé pour respecter les délais et atteindre les jalons. Sans un plan de travail détaillé, il n'y a pas de trace écrite des différentes étapes du projet. Ce qui est mesuré et réalisé, et établir un plan de travail détaillé est une manière simple de mesurer tous les rouages d'un projet. 6e bonne pratique, consignez tout ce que vous pouvez. En tant que chef de projet, cela vous est-il déjà arrivé de prendre quelques jours, voire quelques semaines de retard? Pourquoi cela est-il arrivé? Qu'est-ce qui a provoqué cette situation? Comment peut-on éviter que cela se reproduise? Pour répondre à ces questions, vous devez vous appuyer sur des informations que vous aurez recueillies. Rendre compte de tout ce qui se passe durant votre projet est le meilleur moyen de vous assurer que vous possédez toutes les données dont vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions, mais aussi pour retenir les leçons du passé. Alors n'hésitez pas à tout noter. Les étapes du projet, les blocages, les modifications de l'étendue du projet, les dépendances des tâches, etc. Même le fait de savoir à quel moment les parties prenantes prennent leurs vacances s'avère utile. 7e bonne pratique, demandez des retours. Personne n'est parfait et il y aura des bons et des mauvais moments à chaque étape du chemin, notamment en ce qui concerne la performance du chef de projet. Être conscient de ces axes d'amélioration est un trait de personnalité très positif que vous pouvez développer. Surtout si vous acceptez de recevoir des critiques de la part de votre équipe. En tant que chef de projet, votre rôle est de veiller au succès du projet. Et n'oubliez pas que ce sont des personnes qui se trouvent de l'autre côté du projet. Demander un feedback est un excellent moyen d'augmenter vos chances de réussite et d'améliorer vos compétences managériales. 8e bonne pratique, communiquer sur les conséquences d'un ajout au projet. Il est recommandé d'utiliser les méthodologies agiles et il est parfois tentant d'accepter tous les nouveaux projets ou nouvelles tâches qui se présentent. Mais c'est aussi un bon moyen de finir avec une surcharge de travail. À chaque fois que vous acceptez une nouvelle demande dans le cadre de votre projet, il vous incombe de montrer comment cela affectera votre calendrier ou votre budget. 9e bonne pratique, faites signer un nouveau document d'accord. Les nouvelles demandes s'accompagnent souvent d'une modification de l'étendue du projet. Si c'est le cas, il est de bonne pratique de faire signer à tout le monde un nouveau document d'accord. Cela permettra aux parties prenantes d'appréhender le nouveau cadre du travail et de comprendre comment il affectera l'ensemble du projet. Cela permettra également de disposer d'un document écrit pour éviter les confusions si les délais ont besoin d'être repoussés. Faites en sorte que toutes vos demandes arrivent dans un même endroit en utilisant des formulaires de demande. 10e et dernière bonne pratique, programmez une réunion de synthèse. À l'issue de votre projet, le moment sera venu de réfléchir aux améliorations que vous pourrez apporter pour réussir les projets futurs. Une réunion de synthèse est une occasion idéale de réunir tous les participants au projet et de leur donner la possibilité de s'exprimer à cet égard. Passez en revue les enseignements tirés et les possibilités d'amélioration future. Suivre le même processus erroné en permanence ne vous aidera pas à réussir. Optimiser votre gestion de projet vous fera gagner énormément de temps et d'argent. Étapes pour un plan de projet infaillible. Il est tôt, c'est lundi matin. Vos dirigeants vous invitent à une réunion pour passer en revue certaines initiatives clés qu'ils espèrent réaliser ce trimestre. Vous êtes chargé d'élaborer un plan de projet pratique pour votre équipe afin d'exécuter ces initiatives. Ils le veulent d'ici la fin de la semaine. Mais par où allez-vous commencer? Ne paniquez pas. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les bases de la gestion de projet pour exécuter un plan de projet réussi. Suivez ces 6 étapes que je vais évoquer pour créer un plan de gestion de projet et diriger votre équipe en toute confiance. Étape numéro 1, identifier et rencontrer les parties prenantes. Une partie prenante est toute personne affectée par les résultats de votre plan de projet. Cela inclut vos clients et les utilisateurs finaux.
Assurez-vous d'identifier toutes les parties prenantes et de garder leur intérêt à l'esprit lors de la création de votre plan projet. Rencontrez les sponsors du projet et les principales parties prenantes pour discuter de leurs besoins et de leurs attentes et établissez une base de référence, un budget ainsi qu'un calendrier de portée. Créez ensuite un document de déclaration de portée pour finaliser et enregistrer les détails de la portée du projet, mettre tout le monde sur la même longueur d'onde et réduire les risques de mauvaise communication qui peut s'avérer coûteuse. Le contrôle des coûts, en particulier, est également essentiel à cette étape du processus. Un conseil sur ce point, regardez au-delà des besoins exprimés par les parties prenantes pour identifier les avantages sous-jacents souhaités. Ces avantages sont les objectifs que votre projet doit atteindre. Étape numéro 2, définir et hiérarchiser les objectifs. Une fois que vous avez une liste de besoins des parties prenantes, hiérarchisez-les et définissez des objectifs de projet spécifiques. Ceux-ci doivent décrire les objectifs du projet ou les mesures et les avantages que vous espérez atteindre. Écrivez vos objectifs et les besoins des parties prenantes auxquels ils répondent dans votre plan de projet afin qu'ils soient clairement communiqués et facilement partageables. Une astuce, car tout est important. Si vous rencontrez des difficultés pour établir des priorités, commencez à classer les objectifs en fonction de leur urgence et de leur importance. Étape numéro 3, définir les livrables. Identifier les livrables et les étapes de planification du projet nécessaires pour atteindre les objectifs du projet est essentiel. Quels sont les résultats spécifiques que vous êtes censé produire? Une fois que vous avez fait cet exercice, estimez les dates d'échéance pour chaque livrable dans votre plan de projet. Vous pouvez finaliser ces dates lorsque vous avez terminé et que vous définissez le calendrier de votre projet. C'est l'étape suivante. Une astuce sur ce sujet. Fixez des jalons fermes pour les échéances et les livrables essentiels. Vous serez en mesure de suivre vos progrès une fois le travail commencé pour vous assurer de terminer les tâches à temps et de satisfaire les parties prenantes. Étape numéro 4, créez le calendrier du projet. Examinez chaque livrable et définissez la série de tâches qui doit être accomplie pour mener à bien chacune. Pour chaque tâche, déterminez le temps que cela prendra, les ressources nécessaires et qui sera responsable de l'exécution. Ensuite, identifiez les dépendances. Devez-vous terminer certaines tâches avant que d'autres puissent commencer? Saisissez les livrables, les dépendances et les jalons dans votre diagramme de Gantt ou choisissez parmi les nombreux modèles et applications en ligne disponibles. Assurez-vous également de comprendre comment rédiger un rapport de gestion de projet pour un aperçu récapitulatif de l'état actuel du projet. Un conseil sur ce point, impliquez votre équipe dans le processus de planification. Les personnes qui effectuent le travail ont des informations importantes sur la façon dont les tâches sont effectuées, combien de temps elles prendront et qui est la meilleure personne pour les accomplir. Faites appel à leurs connaissances. Vous aurez besoin d'eux pour accepter le calendrier du projet et définir les attentes pour que le travail se déroule sans heurts. Étape numéro 5, identifier les problèmes et effectuer une évaluation des risques. Aucun projet n'est sans risque. Croisez les doigts et espérer le meilleur ne vous rendra pas service. Connaissez-vous des problèmes initiaux qui affecteront le processus de planification du projet, comme les prochaines vacances d'un membre clé de l'équipe par exemple? Quelles circonstances imprévues pourraient créer des ratés? Pensez aux jours fériés internationaux, aux pièces en rupture de stock ou aux saisons chargées. Lors de l'élaboration d'un plan de projet, vous devez savoir comment gérer les risques dans un projet et vous devez envisager les mesures à prendre pour empêcher certains risques de se produire ou pour limiter leur impact négatif. Effectuer une évaluation des risques et élaborer une stratégie de gestion des risques pour vous assurer que vous êtes prêt. Encore un conseil sur ce point. Abordez les éléments à haut risque dès le début de votre projet si possible. Ou créez un petit tampon temporel autour de la tâche pour vous aider à garder votre projet sur la bonne voie en cas de retard. Étape numéro 6, présentez le plan de projet aux parties prenantes. Il est important que vous compreniez comment présenter un projet de manière efficace. Expliquez comment votre plan répond aux attentes des parties prenantes et présentez vos solutions à tout conflit. Assurez-vous
que votre présentation n'est pas unilatérale. Ayez plutôt une discussion ouverte avec les parties prenantes. Ensuite, vous déterminez les rôles. Qui a besoin de voir quel rapport et à quelle fréquence? Quelles décisions devront être approuvées et par qui? Rendez votre plan de projet clair et accessible à toutes les parties prenantes afin qu'elles n'aient pas à vous poursuivre pour de simples mises à jour. Le stockage de toutes les données du plan de projet dans un seul emplacement comme un outil de collaboration permet de suivre facilement les progrès, de partager des mises à jour et d'apporter des modifications sans remplir votre calendrier de réunion. Communiquez clairement. Assurez-vous que les parties prenantes savent exactement ce que l'on attend d'elles et quelles actions elles doivent entreprendre. Ce n'est pas parce que c'est évident pour vous que c'est évident pour eux. Vous n'avez pas hâte d'avoir une discussion ouverte avec vos parties prenantes? Voici quelques stratégies pour vous armer contre les parties prenantes difficiles et pour faire avancer le processus de planification du projet. Un conseil sur ce point, si votre plan ou votre calendrier ne correspond pas aux attentes initiales des parties prenantes, communiquez-le maintenant pour éviter toute mauvaise surprise ou conversation tendue par la suite. Plutôt que de dire aux parties prenantes que leurs attentes ou leurs demandes sont irréalistes, dites-leur ce qu'il est nécessaire de faire pour y arriver, y compris combien de temps, d'argent ou de main-d'œuvre. Laissez-les décider si cela vaut la peine de consacrer des ressources supplémentaires. Félicitations, vous avez terminé votre plan de projet. L'étape suivante sera de planifier une réunion de lancement du projet. Qu'est-ce que la gestion de programme par rapport à la gestion de projet? Pour comprendre les différences entre la gestion de programme et la gestion de projet, vous devez d'abord comprendre la différence entre un programme et un projet. Un programme est un grand projet composé de plusieurs petits projets dépendant les uns des autres. Étant donné que les programmes sont vastes, ils sont souvent gérés par une équipe de personnes avec des projets et des tâches déléguées entre les membres de l'équipe. Certaines fonctions impliquées dans le lancement d'un programme réussi peuvent inclure la définition des objectifs, la planification de l'exécution, la gestion des opérations et la création de rapports sur l'état. Les projets sont regroupés dans un programme lorsque les avantages de la gestion de la collection l'emportent sur la gestion des projets en tant qu'unité individuelle. Les projets sont généralement plus petits et s'accompagnent souvent de contraintes de coûts, de dates et de ressources. Les objectifs du projet sont normalement à court terme, alors que les objectifs d'un programme sont axés sur une mission de l'entreprise ou un objectif global. Maintenant que vous connaissez la différence entre un programme et un projet, qu'est-ce que la gestion de programme par rapport à la gestion de projet? La gestion du programme dresse et définit la liste des projets dépendants qui doivent être achevés pour atteindre un objectif global. En ce qui concerne le programme, un gestionnaire de programme doit se concentrer sur la stratégie et la mise en œuvre, mais aussi sur sa manière de déléguer les projets de manière appropriée. Il doit articuler les buts, les objectifs du programme et son impact sur l'entreprise. Qu'est-ce que la gestion de projet? La gestion de projet consiste à gérer les opérations d'un projet individuel au sein d'un programme. La gestion de projet est un peu plus tactique que la gestion de programme. Elle se concentre principalement sur les éléments opérationnels du projet, tels que le respect des délais, le respect du budget et la réalisation des livrables. Le chef de projet coordonne le temps, le budget, les ressources et délègue les tâches à l'ensemble de l'équipe. Il rend compte au gestionnaire de programme de l'avancement et des modifications apportées au plan de projet initial. Qu'est-ce que le sponsor d'un projet? Rôle souvent méconnu et parfois dévolu aux commanditaires, le sponsor exerce une mission importante de supervision et de soutien du chef de projet dans différents domaines, variant selon les entreprises et les organisations adoptées. Il exerce plusieurs rôles. Il intervient dans le cadrage, précision du besoin client, fixation des objectifs du projet, des indicateurs de performance, approbation des livrables, en concertation avec les autres parties prenantes. Également, il fournit les ressources en mobilisant directement ou en obtenant les ressources financières ou humaines
dont des intervenants externes, nécessaires pour la bonne conduite du projet. Il intervient également dans la prise de décision, lorsque des arbitrages sont nécessaires. Il intervient sur les notions techniques, en apportant une expertise pointue en support du chef de projet reposant sur ses savoirs et savoir-faire. Il est le relais auprès du comité de direction, en appui pour aider à convaincre le CODIR, le comité de direction, et emporter des accords importants. À noter que ce rôle d'intermédiaire s'exerce dans les deux sens. Le sponsor informe également le chef de projet des exigences de la ligne hiérarchique supérieure. Il a plusieurs casquettes, superviseur et conseiller, parfois coach, en apportant des conseils avisés, voire des directives, dans le déroulement du projet et en cas de difficulté, il intervient dans la gestion de conflits, de retards, dépassements budgétaires, etc. Il anime le comité de pilotage pour s'assurer d'une part que le projet va dans le bon sens, au rythme voulu. Il est celui aussi qui communique en interne et en externe avec différents rôles de promotion du projet et d'explication lors des différentes étapes auprès du personnel et des autres parties prenantes. Bon à savoir, dans certains cas, le sponsor est à l'origine du choix concernant le chef de projet. Bien mené, le sponsoring de projet est un formidable accélérateur pour aider l'équipe projet à atteindre les objectifs fixés. Comment constituer une équipe de projet ? Maintenant que nous sommes sur la même longueur d'onde, sur la valeur de la collaboration, prenons un peu de recul et partageons sur ce qui fait une équipe de projet. Se contenter d'attribuer des tâches n'est pas la même chose que de constituer une équipe solide et collaborative. Une équipe de projet est un groupe de personnes qui travaillent tous vers un objectif commun en apportant des compétences précieuses et uniques sur la table. L'identification des membres de votre équipe de projet, la définition de l'identité de votre équipe et la standardisation de ses pratiques opérationnelles sont tous essentiels à la réussite d'un projet. Alors, que devriez-vous considérer lors de la constitution de votre équipe de projet ? Tout d'abord, les besoins du projet. Comprendre la portée du projet vous permet d'abord de choisir stratégiquement qui doit faire partie de l'équipe. Ensuite, l'ensemble de compétences. Le choix des membres de l'équipe qui peuvent offrir un ensemble diversifié de compétences est crucial. Si votre équipe manque d'un certain ensemble de compétences, une tâche peut ne pas être terminée correctement. Trop de personnes ayant les mêmes compétences peuvent créer une confusion quant à la propriété. Puis, la capacité. Même si vous trouvez la personne idéale pour une partie de votre projet, si elle est surchargée de travail, elle peut devenir un obstacle. Trouvez les membres de l'équipe qui ont des disponibilités dans leur calendrier de projet à venir. Et pour finir, regardez également les styles de travail. Différentes personnes ont des styles de travail et des personnalités différentes. Il est important de comprendre comment ces différences peuvent affecter la dynamique de votre équipe et de les adopter une fois le projet démarré. Qu'est-ce qu'une équipe de projet réussie ? Votre équipe de projet peut varier en fonction de la portée du projet en question et des compétences nécessaires pour le mener à bien. Mais les éléments d'une équipe de projet réussie sont plus ou moins cohérents dans tous les domaines. Il faut tout d'abord un leadership d'équipe solide. Chaque équipe a besoin d'un leader capable de faire ressortir le meilleur de ses coéquipiers, comprendre les forces individuelles de chacun des membres de votre équipe, et savoir comment les faire ressortir est essentiel au succès de l'équipe dans son ensemble. Deuxièmement, des objectifs clairs. Lorsque la feuille de route et les objectifs sont clairs, il est beaucoup plus facile pour une équipe de voir où elle va et comment sa contribution sera importante sur la route. Encouragez-les à se rallier à votre cause avec une vision claire. Ensuite, des procédures opérationnelles standardisées. Lorsque des conflits surviennent ou qu'une tâche doit être assignée, les équipes doivent savoir comment agir. La création de processus et de flux de travail standards, ainsi que des rôles clairs, élimine la confusion et permet à votre équipe de surmonter les obstacles. Il faut aussi de la diversité.
À maintes reprises, des études ont montré que la diversité améliore la performance. Une équipe de projet solide comprendra une variété de compétences et d'expériences, ainsi qu'une diversité de races, de sexes et d'origines culturelles. Il faut également un temps de liaison. Il est judicieux de trouver du temps pour que les membres de l'équipe de projet apprennent à se connaître et à établir une relation qui renforce la confiance, brise les barrières et ouvre des voies de communication. Trouvez du temps pour des exercices de consolidation d'équipe, mais aussi pour célébrer les victoires, qu'elles soient grandes ou petites, car cela peut être très utile. Quand et comment constituer son équipe projet? Derrière tout projet se cache une équipe projet composée de plusieurs personnes aux compétences et connaissances différentes, travaillant en synergie dans le but de réaliser des objectifs et des missions communes. Pour constituer son équipe projet, il est important de respecter certaines règles pour que chaque collaborateur soit efficace et productif en groupe. La création d'une cohésion d'équipe sera un des éléments les plus importants pour atteindre les objectifs du projet. Alors, quand doit-on constituer l'équipe projet? Comment trouver les membres de son équipe projet? Comment gérer cette nouvelle équipe et quand doit-on la constituer? On vous explique tout ça. Avant toute chose, le chef de projet doit définir au préalable l'ensemble des objectifs qui seront menés par son équipe projet. Il devra penser aux priorités et aux durées de réalisation. Pour ce faire et lors de la phase de planification, le chef de projet découpe son projet en Work Breakdown Structure, puis en Work Packages. Le Work Breakdown Structure, ou structure de découpage de projet en français, est un des outils essentiels du chef de projet. Le Work Package consiste tout simplement à découper son projet en quelques grandes activités. Une fois ce travail préparatoire réalisé, c'est le moment pour le manager de projet de constituer son équipe projet. Maintenant qu'il connaît les activités nécessaires à la réalisation de son projet, il peut alors définir ses besoins en ressources humaines et en compétences. Derrière la réalisation de projet se cachent toujours des hommes et des femmes collaborant ensemble. En véritable manager, le chef ou manager de projet va devoir réfléchir à l'effectif nécessaire afin de définir de façon précise ses besoins en compétences humaines. Il va devoir également définir au préalable ses besoins en effectifs, en diversité de compétences et en recrutement. La matrice des compétences est un excellent outil pour affecter vos ressources humaines aux tâches de votre projet. Nous vous le présentons dans un module dédié. De façon générale, une équipe composée de 5 ou 6 collaborateurs permet une diversité de compétences, de valeurs et d'idées. Une trop grande équipe entraînera très vite des difficultés de gestion et d'organisation. Vient ensuite la phase de recrutement. Les ressources humaines peuvent être trouvées en interne. Il s'agit de faire un peu de lobbying interne, faire connaître le projet auprès des salariés et de la hiérarchie. Si le chef de projet s'entoure de collègues déjà présents dans la société, l'avantage est non négligeable, car les collaborateurs se connaissent déjà et partagent les mêmes valeurs de l'entreprise. Si le recrutement interne n'est pas possible, la constitution de l'équipe de projet devra être réalisée en externe avec le soutien du service des ressources humaines. Dans ce cas, il sera judicieux de recevoir des candidats aux profils différents afin de créer une équipe complémentaire et éclectique. Comment gérer sa nouvelle équipe projet? Travailler sur un projet est souvent synonyme de travail en équipe. Une fois le groupe constitué, le chef d'équipe, le chef de projet en somme, va devoir déterminer les tâches et les objectifs de tous les collaborateurs impliqués, ainsi qu'un cahier des charges et un rétro-planning. Il est également nécessaire de bien organiser les rôles et les responsabilités au sein de l'équipe pour éviter au maximum les conflits. Pour cela, la matrice RACI, R-A-C-I, est un excellent outil. Cet outil sert à déterminer les rôles et responsabilités de chaque acteur d'un projet ou d'un processus. Le nom de la matrice RACI, R-A-C-I, est un acronyme dont chaque lettre correspond à une des responsabilités précises. R pour
réalise, il est en charge d'effectuer l'action. A pour approuve, en charge de superviser l'action et d'en référer à la hiérarchie. C pour consulter, en charge de contribuer, d'apporter des conseils. Et enfin le I pour informer, doit être informé. Vous ne connaissez pas cet outil? Retrouvez notre module spécifique qui lui est dédié. Pour instaurer une organisation irréprochable, le chef de projet devra être clair sur les conditions de travail et plus particulièrement les conditions de lieu et de temps, en se posant plusieurs questions. Où allons-nous travailler? Quels seront les horaires de chacun? Les collaborateurs devront-ils travailler à plein temps? Pratiqueront-ils le télétravail pour être plus productifs? Etc. Il est vrai que travailler en équipe permet de stimuler la productivité et le gain de temps. Toutefois, il peut être aussi propice aux débats sans fin et, dans le pire des cas, aux disputes, au mécontentement de certains collaborateurs. Car en effet, il est tout à fait normal d'avoir des conflits au sein d'une équipe. Et le chef de projet doit être bien préparé pour les gérer et même les tourner en faveur du projet. Comment appliquer le modèle Herrmann à l'efficacité de l'équipe projet? Voulez-vous composer une équipe efficace? Je vous propose d'aborder à présent la méthode Herrmann. Nous verrons qui est derrière la méthode Herrmann. Nous aborderons l'approche des préférences cérébrales de cette méthode et pour finir, je vous donnerai les clés pour constituer une équipe efficace avec ce modèle. Alors, qui est derrière la méthode Herrmann? C'est l'Américain William Ned Herrmann qui a conçu l'approche des préférences cérébrales. Il a travaillé sur la créativité et le travail en équipe. Il a créé le questionnaire HBDI pour Herrmann Brand Dominance Instrument, qui permet d'établir pour chacun d'entre nous un profil cérébral. Il y a 2 millions de profils distincts dans la base de données HBDI. Les personnes dont le profil est en conformité avec le profil moyen de leur profession se déclarent plus satisfaits de leur travail que ceux dont le profil est en décalage. Dans cette méthode Herrmann, le cerveau est divisé en 4 grands pôles et chaque pôle est associé à une couleur. Le bleu correspond au mode de pensée analytique. C'est mon moi rationnel. Les qualificatifs principaux associés à cette préférence cérébrale sont la logique, être factuel, critique, technique et quantitatif. Le point de force des cerveaux à dominante bleue, c'est qu'ils compilent les faits, ils analysent, ils argumentent rationnellement, ils formulent des théories, ils mesurent précisément, ils résolvent les problèmes logiquement, ils raisonnent, comprennent les éléments techniques, analysent avec esprit critique, travaillent à partir de chiffres, de statistiques et sont précis. Le vert correspond au mode de pensée séquentiel. Il est mon moi prudent. Les qualificatifs principaux pour le vert sont prudent, structuré, organisé, détaillé et planifié. Les points de force des cerveaux à dominante verte, c'est qu'ils remarquent les défauts. Ils approchent les problèmes pratiquement. Ils vont jusqu'au bout des choses, ils développent des plans détaillés et des procédures, ils envisagent les problèmes sous l'angle du planning. La troisième couleur, c'est le rouge. Elle correspond au mode de pensée interpersonnel, c'est mon moi ressenti. Les qualificatifs du rouge, les qualificatifs principaux sont interpersonnel, émotionnel, spirituel, sensible, kinesthésique, expressif, quelqu'un qui parle beaucoup, qui ressent. C'est le spéculateur, celui qui va lire les signes du changement. Les points de force des cerveaux à dominante rouge, c'est qu'ils comprennent les difficultés relationnelles, ils anticipent le ressenti des autres, ils comprennent intuitivement le ressenti des autres. Ils perçoivent des éléments non-verbaux issus du stress, ils engendrent l'enthousiasme, ils persuadent, ils concilient, ils enseignent, partagent, comprennent les éléments émotionnels et ils prennent en compte les valeurs. La quatrième couleur, c'est le jaune. Le jaune correspond au mode de pensée imaginatif. Il est mon moi projectif. Les qualificatifs des personnes à dominante jaune
qu'ils sont plutôt holistiques, intuitifs, intégratifs, synthétiques et conceptuels. Les points de force des cerveaux à dominante jaune, c'est qu'ils lisent les signes du changement. Ils voient les choses globalement. Ils reconnaissent les nouvelles possibilités, ils tolèrent l'ambiguïté, ils intègrent les idées, les concepts, ils défient les règles établies et ils synthétisent les éléments divers en un nouveau tout. Ils inventent des solutions nouvelles, résolvent des problèmes de manière intuitive et ils intègrent en simultané différents inputs. Concrètement, cette méthode est l'art de conjuguer les intelligences individuelles par une représentativité de toutes les couleurs, donc diversifiées au sein d'une même équipe. Plusieurs études en droite ligne avec cette méthode prouvent que les équipes hétérogènes, c'est-à-dire avec une grande diversité de préférences cérébrales, sont bien plus efficaces que les équipes homogènes. Mais il ne suffit pas de mettre un bleu, un rouge, un vert et un jaune pour que l'équipe fonctionne, car il va falloir orchestrer cette équipe. Ce n'est pas parce que vous avez différents instruments dans un orchestre que vous obtiendrez une musique harmonieuse. Il va donc falloir un chef d'orchestre. C'est le rôle du manager de projet ou du chef de projet. Mais le fait d'avoir les différents instruments est un prérequis. Face à un problème, les équipes équilibrées sont plus à même de fournir différentes options pour le résoudre, ce qui est optimal dans la conduite d'un projet. Une autre étude faite par une université en Caroline du Nord a montré que la diversité des compétences diminue de 5% le risque d'erreur, alors que la diversité des styles cognitifs diminue le risque d'erreur de 15%. Car quand on met un spécialiste d'un domaine dans une équipe, on ne le remet pas en cause, on lui laisse la responsabilité. On le croit sur parole. Mais le fait de mettre dans une équipe des personnes avec des styles cognitifs différents, ou couleurs différentes selon Herman, va obliger à traduire dans un autre langage ses propres perceptions. On va être obligé de justifier, de remettre en cause. En conclusion, cette méthode illustre que les stratégies qui consistent à produire des équipes hétérogènes en matière de style de pensée pour produire et fournir des décisions se révèlent être un gage d'efficacité bien plus pertinent que de créer des équipes homogènes de gens qui s'entendent bien. Bien entendu, cela s'applique aux équipes projet qui seront plus efficaces si elles incluent les 4 préférences cérébrales. Comment organiser les ressources humaines et les rôles dans un projet? L'organisation des ressources humaines dans la gestion de projet s'articule autour de rôles prédéfinis. Des outils tels que la matrice RACI, R-A-C-I, et la matrice des compétences vous seront très utiles pour l'organisation de vos ressources. D'autre part, si elle n'a pas été définie auparavant en phase d'initialisation, la gouvernance du projet doit également être précisée en détail. Généralement, 2 comités distincts sont prévus à minima. Le comité de pilotage et le comité projet. Comment organiser la mise à disposition des ressources matérielles dans le projet? Une bonne gestion projet passe aussi par une gestion optimale des ressources matérielles et financières. Une planification du projet efficace doit donc présenter le plan de mise à disposition des ressources selon le planning du projet. Il s'agit d'anticiper sur les besoins du projet afin de réduire les points de blocage. La planification du projet doit prendre en compte les contraintes logistiques et les autres facteurs exogènes qui pourraient impacter le bon déroulement du projet. Comment impliquer les parties prenantes de votre projet? La gestion des acteurs du projet et l'implication des parties prenantes d'un projet sont des facteurs clés de sa réussite. Dans ce module, nous allons définir les différents acteurs et nous aborderons les bonnes pratiques pour impliquer les parties prenantes d'un projet. Les acteurs de projet. Les acteurs de votre projet sont de différentes natures. Il y a d'abord les contributeurs, les ressources humaines de votre projet, c'est-à-dire les membres de votre équipe projet, car ils interviennent sur l'exécution de tâches de votre projet. Et d'autre part, il y a les personnes qui donnent des autorisations ou délivrent des ressources. Il y a également les observateurs du projet. Ils sont curieux, seront peut-être un jour concernés par le résultat de votre projet,
mais n'agissent pas directement sur celui-ci. Puis il y a les parties prenantes. Les parties prenantes sont des personnes concernées ou intéressées par le projet et qui le soutiennent. Elles peuvent avoir un rôle décisif dans la réussite de votre projet. Nous allons voir comment les impliquer pour mettre toutes les chances de votre côté. Comment identifier les parties prenantes d'un projet? Si on vous transmet une liste de diffusion pour votre projet, vérifiez le contenu de celle-ci. Il est possible qu'elle ne soit pas tout à fait à jour. En effet, il est possible que certaines personnes fassent toujours partie de la liste car on n'ose pas les enlever de peur de les froisser. Ces dernières ne sont pas pour autant des parties prenantes si elles ne portent aucun intérêt à votre projet. Conservez tout de même à minima cette liste diplomatique de projets et vérifiez surtout s'il ne manque pas des personnes clés dans cette liste de diffusion. Par ailleurs, établissez votre propre liste évolutive de parties prenantes pour votre projet. Commencez par y mettre tous les noms qui vous passent par la tête, toutes ces personnes qui auront, selon vous, un rôle à jouer sans être contributeurs directs. Pour être sûr de n'oublier personne, procurez-vous les organigrammes de l'organisation pour laquelle vous travaillez et passez-les tous en revue au peigne fin. Pensez aux membres de la direction, puis regardez du côté des demandeurs, ceux qui ont eu l'idée de votre projet et ceux qui en sont les commanditaires. Pensez aussi aux utilisateurs finaux du résultat de votre projet, produit, service, nouvelle application, etc. Pensez enfin aux services transverses, services juridiques, ressources humaines, département de l'équipement, etc. Comment impliquer les parties prenantes d'un projet? Lors de la phase d'analyse du projet, avant même la phase d'exécution du projet, il est sage et recommandé d'impliquer les parties prenantes du projet. Le but est de lever le plus tôt possible les éventuelles résistances au changement. C'est pourquoi il est important d'impliquer les commanditaires, les contributeurs et les parties prenantes du projet à toutes les phases du projet. Je vous propose quelques conseils pour les impliquer à adapter au regard de votre projet et à votre environnement. Tout d'abord, échangez avec les commanditaires au démarrage du projet pour revalider leurs attentes, puis faites-leur valider votre plan de projet. En particulier, accompagnez-les dans la reformulation précise de leurs attentes spécifiques, faites-leur reformuler aux besoins et surtout écrivez ces attentes s'ils ne le font pas eux-mêmes et faites-leur valider cet écrit. Pendant la phase d'action du projet, présentez les commanditaires aux membres actifs de votre équipe projet pour instaurer un climat de confiance entre la capacité de réalisation de votre équipe et les commanditaires. Également, invitez les parties prenantes importantes aux réunions de lancement du projet. Évidemment, pour les utilisateurs finaux, vous ne pourrez pas tous les inviter, mais sélectionnez-en quelques-uns, un par service, si plusieurs services sont concernés par exemple. Enfin, communiquez efficacement en ajoutant les bonnes personnes dans la liste de diffusion des points de suivi du projet. Les 4 processus de gestion des parties prenantes de projet. Savez-vous que la conduite de changement est le premier critère de réussite ou d'échec d'un projet? D'autre part, savez-vous que l'identification et la gestion de l'engagement des parties prenantes du projet est la clé de voûte pour une conduite du changement réussie? En effet, le défi de chaque chef de projet est d'instaurer une relation constructive et pérenne avec les parties prenantes de projet. J'aborderai dans ce module une présentation générale de ce thème, les processus et les stratégies de gestion des parties prenantes de projet. Mais commençons tout d'abord par définir les parties prenantes de projet. Qu'est-ce que les parties prenantes de projet? Une partie prenante de projet est toute personne, groupe ou organisation susceptible d'affecter le projet ou d'être affectée par celui-ci. Chaque projet comporte des parties prenantes susceptibles d'affecter le projet ou d'être affectées par celui-ci de façon positive ou négative. Alors que certaines parties prenantes de projet peuvent avoir un impact limité sur le projet, d'autres peuvent avoir une influence significative sur celui-ci et sur les résultats attendus du projet. La capacité du chef de projet à correctement
Identifier et gérer les parties prenantes de projet de manière appropriée peut faire la différence. Quels sont les 4 processus de gestion des parties prenantes de projet? L'objectif ultime du chef de projet à travers ce processus est de faire participer les parties prenantes de projet de manière efficace pour accroître les chances de réussite du projet. En effet, la gestion des parties prenantes de projet se décline en 4 processus. Premier processus, il s'agit d'identifier les parties prenantes de projet. C'est le processus qui consiste à identifier régulièrement les parties prenantes de projet, à documenter les informations pertinentes concernant leurs intérêts, leur participation, leur indépendance, leur influence et leur impact potentiel sur la réussite du projet. Deuxième processus, il s'agit de planifier l'engagement des parties prenantes de projet. C'est le processus qui consiste à planifier des approches appropriées pour impliquer les parties prenantes de projet en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs intérêts et de leur pouvoir, également de leur impact potentiel sur la réussite du projet. Il est recommandé au chef de projet d'utiliser la matrice d'évaluation de l'engagement des parties prenantes du projet. Cette matrice permet de partir du niveau actuel d'engagement des parties prenantes pour définir le niveau souhaité. Par la suite, l'équipe de projet peut définir la démarche à adopter et les supports de communication à utiliser avec chaque partie prenante de projet pour s'assurer de son engagement positif vis-à-vis du projet. Troisième processus, il s'agit d'analyser les parties prenantes de projet et de gérer leurs engagements. C'est le processus qui consiste à communiquer et à travailler avec les parties prenantes de projet afin de satisfaire leurs besoins, de gérer les problèmes du projet et de les encourager à participer de manière adéquate. Pour s'assurer que les parties prenantes de projet ont bien compris les enjeux et les risques, mais aussi de voir comment ils peuvent contribuer à la réussite du projet, le chef de projet veille au déploiement de plusieurs qualités. Tout d'abord, il doit impliquer les parties prenantes de projet en temps opportun. Il doit négocier et communiquer avec eux. Il doit prendre en compte et maîtriser les risques du projet liés à la gestion des parties prenantes de projet. Et il doit résoudre les problèmes identifiés. Quatrième processus, il s'agit de maîtriser l'engagement des parties prenantes de projet. C'est le processus qui consiste à maîtriser les relations avec les parties prenantes de projet et à adapter les stratégies afin d'encourager et de maintenir leur engagement. Lors de ce processus, le chef de projet s'appuie sur ses qualités de leader, son sens d'écoute active et ses capacités de réseautage. Ainsi, il peut garantir l'accès aux informations sur l'engagement des parties prenantes de projet, les fédérer autour de sa vision et résoudre les problèmes quand ils surgissent. Est-ce que xam ngeen le leader de la formation en informatique day maye ay bourses? Waaw, dañuy maye ay bourses. Fantech Academy lance des cours d'été de l'Université populaire du numérique. Tu peux te former à Word, Excel, PowerPoint, cybersécurité, création d'entreprise, gestion de projet, management, infographie, administration réseau et bien d'autres. Inscris-toi, connecte-toi, progresse. En fin de parcours, si tu souhaites valider tes acquis, tu pourras passer une évaluation finale. Et en cas de réussite, une attestation te sera délivrée moyennant des frais d'évaluation. Les inscriptions sont ouvertes sur www.senegal.santechacademy.com. Formez-vous aujourd'hui, transformez votre demain.